Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien et Bruno, les deux cofondateurs et dirigeants de Poietis. Donc avant de poursuivre ce live, un petit rappel sur le déroulé de celui-ci. Donc une fois l'introduction terminée, je passerai la main à Fabien et Bruno qui feront une présentation de l'activité de Poietis et surtout des enjeux de cette levée de fonds qui est en cours sur la plateforme. Ensuite, je ferai un petit brief sur le rappel du montage qui est un petit peu particulier et nouveau sur la plateforme. Et enfin, on terminera avec la phase de questions-réponses que beaucoup d'entre vous attendent. Donc à ce sujet-là, si vous voulez poser vos questions, c'est très facile. En bas de votre écran, vous avez une bulle Q et R. Il suffit d'y cliquer dessus, de taper votre question depuis votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à Fabien et Bruno qui se chargeront d'y répondre. Voilà. Maintenant, je vous passe la main. Fabien, Bruno, je vous laisse passer à la présentation et on se retrouve après pour les questions-réponses. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, on est très content de retrouver certains WeSeeders et certainement d'autres WeSeeders qui n'ont pas encore participé aux précédentes collectes. Donc, peut-être avant de vous présenter le Poietis plus en détail, à la fois ce qu'on a déjà pu faire et nos projets en cours de développement, on souhaitait un peu se présenter. Donc, tout d'abord, Fabien Guimot, aujourd'hui président et directeur scientifique de Poietis. Donc, mon expérience j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de l'impression 3D, plus spécifiquement de la bioimpression. Notamment, j'ai contribué au développement de la technologie que Poietis exploite aujourd'hui au cours de ma carrière de chercheur à l'INSERM, à l'Université de Bordeaux. Et au cours de mon parcours aussi académique, j'ai eu l'opportunité de passer plusieurs mois à Harvard dans le labo d'ingénierie tissulaire. Et l'ensemble de mon parcours scientifique m'a permis de déposer d'écrire un certain nombre d'articles scientifiques, principalement sur cette technologie et le domaine de la médecine régénératrice, de déposer un certain nombre de brevets. Et puis, dans la perspective, tout d'abord, de la création de Poietis, j'ai eu l'opportunité d'aller me former à HEC dans le contexte de la formation Challenge Plus, qui est dédiée à des profils un peu comme les miens, plutôt techno, pour se former aux bases et aux fondamentaux de l'entrepreneuriat, et plus récemment en 2018 dans le contexte d'une formation à San Francisco organisée par Google for Entrepreneurs. Donc voilà, je laisse la parole à Bruno qui va se présenter. Merci Fabien. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Ravi également de vous retrouver. Donc Bruno Brisson, je suis effectivement cofondateur et directeur général de Poietis SAS. Donc on a fondé, on a fêté les 6 ans de la société d'ailleurs cette semaine. Donc moi j'ai travaillé principalement dans le privé. Ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille donc dans les biotech, medtech, en général dans des sociétés assez jeunes, en tout cas dans les phases assez amont de leur développement, et avec en général de la science assez innovante et à des positions soit de business développement, voire de direction générale. Voilà, je suis biochimiste de formation et je dirais chez Poietis, en plus évidemment de contribuer à la structuration de la société, je suis principalement en charge de toutes les activités de business développement, ou en tout cas tout ce qui concerne les aspects de commercialisation, et ça couvre, comme vous le verrez dans la présentation, aujourd'hui des ventes de systèmes pour la recherche, des collaborations pour du co-développement et je dirais un petit peu des premières réflexions pour amener nos solutions et nos développements vers des applications plutôt cliniques.
Donc, Poietis et WICID, bah, c'est une aventure commune. Hein. On est aujourd'hui sur la troisième opération qu'on réalise sur la plateforme. La première ayant eu lieu en 2015, assez rapidement après la création, qui nous avait permis de lever un peu moins d'1 million d'euros. Et un peu plus récemment, dans le contexte d'une opération qui intervenait aussi avec le concours mondial d'innovation, on avait été lauréat en phase 2, on avait lancé aussi une opération sur la plateforme en 2017. Les deux opérations avaient eu lieu en prise de participation et aujourd'hui, les deux WICAP au cumulé possèdent à peu près 20% du capital de Poietis. Donc, Poietis a une mission au final qu'on résume simplement avec notre mantra, c'est une bio-imprimante dans chaque hôpital. Et donc, plus précisément, vraiment, notre objectif est de fournir aux hôpitaux des solutions de bioimpression, d'impression 3D de tissus biologiques, afin de leur permettre de produire des tissus donc, qui seront implantés chez les patients. Donc, on est basé en région bordelaise, à Pessac. Aujourd'hui, Poietis, c'est une équipe fortement multidisciplinaire, hein, plus de 35 personnes, avec à la fois des profils, on va dire, techno, avec des ingénieurs méca, des spécialistes des lasers, de la fluidique, de l'intelligence artificielle aussi, et aussi d'autres profils plus biologistes, pharmaciens, qui eux contribuent au développement des applications. Donc on a l'habitude de dire qu'on marche sur ces deux jambes, une jambe qui vise au développement de la plateforme, la technologie, et une autre sur le développement des applications. Donc, Poietis aujourd'hui exploite une famille de 11 familles de brevets, donc c'est un portefeuille qui est assez important même par rapport à la concurrence. Depuis la création, on a eu l'opportunité de mettre deux produits sur le marché. Un premier qui a concerné un modèle de peau bio-imprimé à destination des laboratoires de cosmétiques, principalement dermocosmétiques et aussi domaine pharma, mais principalement dermocosmétiques. Et plus récemment, et c'est aujourd'hui tout au cœur de notre business model, on a pu mettre sur le marché des bio-imprimantes à destination des laboratoires de recherche. Donc aussi, de façon, c'était assez important, je pense, dans notre trajectoire jusqu'à présent. On a mis en place des partenariats de co-développement, à la fois avec des industriels, BASF, L'Oréal, Servier, mais aussi plus récemment avec des cliniciens, comme avec nos partenaires de la PHM à Marseille, avec lesquels on travaille beaucoup aujourd'hui sur le substitut de peau dont on parlera tout à l'heure. Donc en parallèle de l'équipe qu'on continue de structurer de façon importante, on a aussi récemment mis en place un comité scientifique de dimension internationale. Ce comité ayant pour but d'aider au développement des premières applications de la plateforme de bioimpression et notamment on bénéficie de l'apport de Geoffrey Garner qui est prof à Stanford, vraiment un des spécialistes mondiaux de la problématique de la cicatrisation des plaies. Et c'est aussi l'enjeu de ce comité, c'est de pouvoir développer la plateforme la plus adaptée aux besoins du marché. Et Michael May, qui est basé à Toronto, nous aide aussi beaucoup dans cette perspective. Donc, si on prend un peu de recul sur le domaine dans lequel Poietis évolue, donc on évolue dans le domaine de ce qu'on appelle la médecine régénératrice qui représente des besoins médicaux extrêmement importants. Puisque l'enjeu, c'est de pouvoir traiter et réparer l'ensemble des tissus et organes du corps humain. Donc, ça représente des ensembles de populations extrêmement importants. Et aussi, aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que tout type d'organes fait l'objet d'approches de
médecine régénératrice à travers le monde. Ce qu'on voit aussi, c'est que la médecine régénératrice est vue comme la médecine du futur et elle a pour but de pallier aux limites qu'on observe des stratégies conventionnelles de médicaments ou d'utilisation de dispositifs médicaux. Donc dans ce contexte, l'ingénierie tissulaire, qui est un des pans de la médecine régénératrice avec la thérapie cellulaire et la thérapie génique, l'ingénierie tissulaire représente donc un marché qui est extrêmement important, qui a été évalué à, on va dire, environ une dizaine de milliards d'euros en 2022, et c'est un domaine en très forte croissance. Donc, ce qui est assez intéressant, si on regarde le contexte de l'ingénierie tissulaire, c'est que déjà, en fait, une première génération de produits d'ingénierie tissulaire ont déjà atteint le stade commercial avec des autorisations de mise sur le marché à la fois par l'Agence européenne du médicament ou l'agence américaine, la FDA. Et ces produits concernent typiquement une cornée, donc ça c'est Holoclar, qui est commercialisé par les laboratoires Chiesi, du cartilage par exemple, donc ça c'est les produits Spherox et Massy qui sont commercialisés à la fois en Europe et aux États-Unis, et aussi donc un substitut de peau qui est commercialisé aux États-Unis par la société Appligraph. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a vraiment un nombre croissant de produits d'ingénierie tissulaire qui sont aujourd'hui en cours de développement clinique, avec par exemple 17 essais de produits d'ingénierie tissulaire aujourd'hui qui sont en phase 3. Donc c'est intéressant de voir que d'ores et déjà, le contexte réglementaire de l'ingénierie tissulaire est borné avec donc, ces essais cliniques, ces autorisations de mise sur le marché. Par contre, il y a un vrai consensus dans l'industrie qui est que les méthodes actuelles de fabrication, qui sont des méthodes au final très artisanales, se font par culture cellulaire avec des opérations excessivement manuelles, et que toutes ces étapes, ces méthodes sont, voilà, c'est vraiment le verrou qu'il faut lever pour permettre l'adoption à grande échelle des approches d'ingénierie tissulaire. Et donc ça passe par de la standardisation des procédés de fabrication, leur automatisation et donc des approches permettant de produire à plus grande échelle. Donc c'est dans cette perspective qu'on a développé la plateforme de bioimpression NGB pour Next Generation Bioprinting, donc qui est sans doute une des plateformes de bioimpression les plus avancées de la compétition. Donc en fait, on tire profit on va dire, en tout cas me concernant, une quinzaine d'années d'expérience dans le développement de systèmes et de technologies de bioimpression, mais aussi notre expérience et l'expérience de certains collaborateurs et la proximité qu'on a avec des cliniciens, etc., pour développer ce qui nous semble être donc une plateforme très adaptée aux besoins, qui est donc robotisée, automatisée, et en plus qui présente l'avantage d'intégrer l'ensemble des modalités ou des techniques de bioimpression aujourd'hui développées, et notamment la bioimpression par laser, qui est le cœur de notre technologie, qui offre la plus grande résolution. Donc cette plateforme répond aux besoins et à tous les enjeux de la fabrication de tissus. Elle permet notamment d'imprimer et de fabriquer différents types de tissus, car elle est flexible au sens où elle permet d'imprimer différents types cellulaires qui constituent des tissus de peau, de foie ou encore de cartilage. On a un certain nombre de démonstrations en cours. Le fait d'automatiser le procédé de fabrication et toute la digitalisation qu'il y a derrière
la bioimpression, en fait, on va pouvoir fabriquer des tissus plus personnalisés. Donc, par exemple, dont la forme, la taille des tissus est complètement adaptée au site d'implantation. Et on va aussi pouvoir utiliser les propres cellules du patient et ainsi éviter l'utilisation d'immunosuppresseurs qui sont vraiment problématiques dans tout ce qui est greffe allogénique. Un autre point important sur lequel qu'on intègre vraiment dans nos développements, c'est de rendre ces plateformes accessibles, c'est-à-dire permettant de produire des tissus à des coûts abordables et pour l'ensemble et supportables, on va dire, par l'ensemble des systèmes de santé. Et pour ça, il y a un vrai bénéfice à passer sur de l'automatisation, de la robotisation, pour faire en sorte que les coûts de fabrication soient moins impactés par les coûts liés à l'ensemble des opérateurs et toutes les manipulations humaines qui ont encore cours dans aujourd'hui ce que sont les procédés conventionnels de culture cellulaire. Et enfin, dernier point qui nous semble être un positionnement assez fort c'est le modèle d'affaires qu'on développe autour de cette plateforme qui vise à placer en fait, ces bioimprimantes directement à l'hôpital pour permettre donc aux cliniciens et aux centres de thérapie cellulaire de produire directement leur tissu. Donc on n'est plus dans un système de production centralisé où une usine fabrique par exemple pour toute l'Europe, mais vraiment de production décentralisée, vraiment à proximité du patient pour réduire toutes les contraintes logistiques. Et de là en fait s'ouvrent des modèles d'affaires qui sont radicalement différents. Donc la plateforme, si on rentre un peu sur les aspects techniques, est vraiment différenciante par rapport aux autres plateformes ou systèmes de bioimpression développés aujourd'hui dans la communauté, principalement sur deux aspects. D'une part, ça très haute résolution, capacité à imprimer avec une résolution cellulaire. Et deuxième point, sa multimodalité. C'est-à-dire qu'on a effectivement la bioimpression par laser qui permet d'imprimer à haute résolution, mais on intègre aussi les autres technologies comme la bioextrusion qui est utilisée par 80% de nos concurrents, qui offre moins de précision, moins de résolution, mais par contre qui permet d'imprimer à un débit important, notamment les biomatériaux. Et la combinaison des deux est vraiment intéressante. Donc on a vraiment pu intégrer en fait ces différentes technologies dans notre plateforme. La plateforme est constituée de 4 briques, on va dire élémentaires. Une première brique qui est des solutions de conception assistée par ordinateur, des logiciels de CAO qui nous permettent de positionner précisément les constituants des tissus, les cellules, les biomatériaux en 3D virtuellement. Et en fait, les fichiers qui sont générés par cette CAO sont envoyés à la bioimprimante pour justement produire une structure 3D qui contient donc ces cellules. En réponse en fait à des besoins de nos biologistes, notamment en interne, on a développé une brique importante qui est un système de contrôle en ligne, un microscope intégré qui nous permet de vérifier que ce qu'on a imprimé, c'est bien ce qu'on a conçu. C'est un outil de contrôle qualité qui est vraiment important et aussi qui est assez unique, qu'on a couplé à des algorithmes de traitement d'image, etc., pour pouvoir compter précisément le nombre de cellules dans chacune des couches du tissu. Et on se sert de l'ensemble de ces données pour faire de la modélisation qui sera de plus en plus prédictive pour pouvoir concevoir et fabriquer les tissus de plus en plus personnalisés. Donc l'ensemble de ces plateformes, au final, s'intègre dans un ensemble plus large, dans un workflow donc qui va de la culture cellulaire qui a pour but d'extraire les cellules, de les amplifier pour pouvoir en imprimer suffisamment et imprimer le tissu, et en aval, donc toute la phase de maturation qui précède l'implantation du tissu chez les patients.
Donc en fait, le cœur technologique de notre plateforme, c'est la bioimpression par laser. C'est voilà, la technologie initiale qu'on a en licence de l'INSERM et de l'Université de Bordeaux, qui a été voilà, développée pendant près de 10 ans de recherche académique à l'INSERM et qui a aujourd'hui été validée sur plus de 30 types cellulaires différents. La peau, mais voilà, des cellules souches, etc. Vraiment un certain nombre de types cellulaires qui rendent la technologie vraiment flexible. Et les deux autres avantages, bah, c'est voilà, sa très haute résolution et aussi, et peut-être même principalement, la très haute viabilité cellulaire post-impression qui est observée après impression par laser, à la différence de la bioextrusion. Et en fait, cette très haute viabilité découle du fait que les cellules, quand elles sont imprimées, elles ne passent pas à travers une aiguille, un orifice, passage qui induit des contraintes de cisaillement extrêmement importantes et voilà, une mortalité qui peut être extrêmement forte, hein, qui dans certains articles scientifiques, voilà, des descriptions, on peut décrire des mortalités cellulaires par bioextrusion qui atteignent 40 à 50%, ce qui est simplement colossal et qui, voilà, qui empêche toute application, notamment pour à visée thérapeutique. Donc dans la compétition, on pense que voilà, Poietis est bien positionné pour voilà, du fait de son positionnement technologique et voilà, à la fois qui se traduit aussi par le nombre de brevets. Hein. Je crois qu'on est classé 5e au niveau international en termes de nombre de brevets, de familles de brevets associés à la bioimpression. Et aussi, on est un des deux acteurs avec Organovo aux États-Unis qui ont pu mettre sur le marché des produits, des tissus réalisés par bioimpression, les autres acteurs se positionnant, on va dire, seulement sur le développement de machines. Ce qui est aussi intéressant, si on regarde assez largement d'ailleurs le panorama de la bioimpression, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gros acteurs, hein, de multinationales qui se positionnent sur la bioimpression, même si on voit des partenariats se nouer avec des startups voilà, comme Poietis. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, peu d'acteurs si on est vraiment exhaustif, on a pu identifier une 50aine d'acteurs startups de la bioimpression à travers le monde, et il y en a vraiment peu qui se positionnent sur le segment des applications thérapeutiques. Segment qui est beaucoup plus contraignant avec tout un environnement réglementaire voilà, pour le coup très, très strict, et on est on va dire 6 ou 7 à se positionner vraiment sur ces applications thérapeutiques, sachant que à notre connaissance aucun n'a pu commencer, aucun de nos concurrents n'a pu commencer un essai clinique. Donc on est vraiment dans la course, et aujourd'hui, en plus, avec tout l'historique qu'on a sur la bioimpression de peau, on pense qu'on a vraiment une belle position. En termes pour finir sur l'analyse de la compétition, un acteur est voilà, assez particulier parce qu'il utilise aussi la bioimpression par laser, qui est Precise Bio, qui est une entreprise israélo-américaine. Et donc, forcément, on suit de près ce qu'ils peuvent faire. Ils ont un positionnement aujourd'hui plutôt dans le domaine de l'ophtalmologie. Mais d'un point de vue technique de la technologie, donc il y a des vraies différences. Donc, ils n'exploitent que la bioimpression par laser et pas la combinaison des technologies qui a été pour le coup breveté et donc qui appartient à Poietis. Donc le premier produit aujourd'hui à visée thérapeutique qu'on a choisi de développer, c'est la peau, et ce produit, voilà, on le définit comme un substitut dermo-épidermique autologue, c'est-à-dire constitué à la fois d'un compartiment dermique et d'un épiderme, et le tout étant imprimé à partir des propres cellules du patient. Et donc, en termes d'indication, c'est l'indication de PKNC, de ce produit, c'est vraiment la couverture permanente de toute plaie
et donc ça peut être des plaies aiguës, mais aussi des plaies chroniques. Voilà, on sait que ce marché est extrêmement important. En fait, on a choisi de se focaliser sur ce premier tissu, d'une part parce que typiquement en Europe, il n'y a pas de peau disponible sur le marché. Donc voilà, les seules solutions sont vraiment l'autogreffe. Il y a des vraies limites. Et en plus, d'un point de vue technologique, on a l'habitude de dire que c'est un peu un low-hanging fruit, c'est-à-dire que c'est directement accessible, on a toute l'expérience, on peut tirer profit de toute l'expérience voilà, qu'on a pu acquérir au cours des 5 dernières années, tout le savoir-faire dans la bioimpression des cellules de peau, quels sont les protocoles à mettre en place pour pouvoir obtenir un tissu qui soit fonctionnel après maturation du tissu. Donc, pour développer ce premier produit, on s'est associé avec la PHM et le laboratoire de culture et de thérapie cellulaire de l'Université de Marseille et du professeur Sabatier. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce centre de thérapie cellulaire de la PHM est sans doute le centre qui est plus en avance au niveau français dans les médicaments de thérapie innovante. Ils ont 4 essais cliniques en cours de médicaments de thérapie innovante, ce qui fait qu'ils ont une vraie expertise de la translation des protocoles de préclinique vers les phases 1 et même les phases 2. Et donc, on peut aussi bénéficier de toute leur expérience sur ce transfert en fait vers les applications thérapeutiques, sachant que dans le passé ils ont aussi travaillé sur la fabrication de feuillets épidermiques pour le traitement des brûlés. Donc ils ont aussi une connaissance assez approfondie et même très approfondie de la culture cellulaire et de l'ingénierie tissulaire de la peau. Donc autre application qu'on vous donne ici un peu en illustration des potentielles applications thérapeutiques de la plateforme. En fait, c'est des applications qu'on développe aujourd'hui via d'ailleurs des collaborations à la fois avec des industriels, mais ou dans le contexte de grands projets financés par notamment l'Union européenne. Et donc, si on doit présenter, par exemple, quelques projets avec L'Oréal, donc on a un partenariat stratégique qui vise à imprimer des follicules pileux, ce qui représente des enjeux industriels extrêmement importants pour L'Oréal. Avec Servier, donc on travaille depuis près de 2 ans aujourd'hui pour imprimer un modèle de foie pour évaluer la toxicité des médicaments. Et au niveau thérapeutique, parce que c'est l'ambition de ce projet, donc le projet John Promise qui porte sur le cartilage, donc qui est piloté par l'Université catholique de Louvain en Belgique et qui a démarré en début d'année et dont l'objectif est de pouvoir mettre en place une chaîne de fabrication de cartilage directement à l'hôpital. Donc ça fait vraiment écho à notre stratégie de mettre une bioimprimante dans chaque hôpital. Et donc ces différents applicatifs seront, on l'espère en tout cas, constitueront notre pipeline d'applications dans le futur, sachant que vraiment le choix qui a été fait depuis 18 mois, c'est quand même de donner la priorité à la peau pour de rester vraiment principalement focalisé sur la peau. Donc dans le contexte de cette opération et de notre développement, on a lancé une opération de financement sur WeSeed qui a pour objectif un objectif
un objectif triple ou 3 objectifs. Tout d'abord, de finaliser et qualifier la bioimprimante de grade clinique selon les bonnes pratiques de fabrication. Ce qui nous permettra au passage d'installer une première imprimante, bioimprimante à la PHM à Marseille. En parallèle, les fonds vont nous permettre de finaliser les études précliniques qu'on a déjà démarrées sur le substitut de peau bioimprimée. Et enfin, d'un point de vue commercial, de renforcer la commercialisation des bioimprimantes de recherche. Voilà, c'est quelque chose, une fois de plus, une activité qu'on a lancée il y a un peu plus de 12 mois, on en parlera sans doute pendant la période de questions-réponses, mais c'est quelque chose qu'on veut aussi renforcer pour renforcer le caractère commercial de Poietis dans les mois à venir. Donc, un peu en guise de récap, comme vous voyez, le chemin a été assez long depuis l'émergence du projet il y a bientôt une quinzaine d'années, de la première bioimpression de cellules vivantes par laser à la création de Poietis, à la mise en place de partenariats stratégiques, le lancement récemment de la bioimprimante de recherche qu'on commercialise auprès des laboratoires académiques. Tout ça, c'est effectivement, une fois de plus, a été accompagné par des financements, notamment des deux WICAP, et on les remercie une nouvelle fois. Donc, ce qu'on a devant nous, c'est finir l'ascension de la montagne, et avec notamment les projets dont on a parlé, et avec les grands milestones qui vont être d'installer une première bioimprimante dans un hôpital, donc à la PHM à Marseille, de lancer le premier essai clinique sur la peau, et après, l'objectif est pour nous de déployer un réseau de bioimprimantes dans les hôpitaux afin de permettre aux différents centres de thérapie cellulaire de fabriquer leurs propres tissus en espérant pouvoir mettre en place un effet réseau entre les différents utilisateurs. Donc, si on doit résumer en quelques points, pourquoi investir dans Poietis? On est sur un marché vraiment porteur avec des besoins médicaux extrêmement importants. On a une plateforme qui est unique, qui est protégée par un portefeuille de pays de propriété intellectuelle extrêmement solide. C'est 11 familles de brevets, mais plus de 55 brevets au total. Une équipe expérimentée qu'on va continuer de renforcer, mais qui est déjà solide. Un pipeline d'applications en croissance. D'abord la peau, mais vous avez pu voir qu'il y a le potentiel applicatif est extrêmement large, et avec enfin des jalons qui ont été clairement définis, en tout cas définis aussi dans une perspective de créer des sauts de valeur assez importants et assez rapidement en installant une bioimprimante à l'hôpital et en démarrant l'essai clinique, ce qui ferait de Poietis un des rares acteurs de la bioimpression à atteindre le stade clinique. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va repasser la parole à Maxime, et après, on sera bien évidemment ravis de pouvoir répondre à vos différentes questions. Ouais, super. Merci Fabien et Bruno, merci tous les deux pour cette présentation complète. Donc comme vous l'avez dit, Fabien, on va passer à la phase de questions-réponses. On a déjà beaucoup de questions en attente. Alors avant de commencer à vous poser les questions, un petit rappel du montage qui est un petit peu particulier sur cette collecte. Alors comment ça va se passer concrètement? Donc les WISeeders, vous qui assistez au live en direct, vous pourrez investir dans la WICAP Poietis, c'est-à-dire souscrire des actions dans cette WICAP, et cette WICAP souscrira ensuite des obligations convertibles dans la société Poietis. Ensuite, ces obligations convertibles, donc il y a deux finalités possibles. La première,
c'est le remboursement des actions. Donc là, on a toutes ces informations qui sont expliquées sur la fiche projet. Donc la durée des obligations, 18 mois, le taux investisseur de 10% par an avec une prime de non-conversion de 6%. Intérêt capitalisé, le capital qui est remboursé à la fin de la durée définie. Ou sinon, seconde possibilité, conversion de ces obligations en actions. Et donc là, vous avez trois schémas possibles. Là aussi, vous retrouverez tout le détail sur la fiche projet, dans les commentaires. Donc ça, je vous laisserai regarder directement cette fiche projet pour avoir plus le détail. Et pareil pour tout ce qui est toutes les questions liées aux frais, aux éventuelles plus-values en cas de remboursement des obligations. Là aussi, l'espace commentaire est assez fourni. Donc vous trouverez tout le détail là-dessus. Voilà, on va passer aux questions-réponses. Alors, on a déjà une dizaine de questions en attente. Alors, je vais prendre une première question, on va faire dans l'ordre, une question de Gérald. Bonjour, dans combien de temps peut-on envisager une sortie pour les WeSeeders? Donc c'est une vraie question, sachant que effectivement tous les différentes WeCap n'ont pas le même horizon entre les premiers qui sont rentrés en 2015 et les autres en 2017 et ceux qui vont rentrer aujourd'hui. Je dirais que il y a un horizon de sortie qui est le prochain tour de table, sur lequel, par contre, sur lequel on n'a pas complètement la main, au sens où ça dépend aussi de la volonté des fonds d'investissement qui vont rentrer de financer voilà, la sortie des actionnaires historiques. Et donc là, ça c'est aussi quelque chose qui dépendra des prochains gros investisseurs. Donc c'est difficile pour nous d'avoir une réponse plus précise, sachant par ailleurs que voilà, il y a une autre perspective de levée de fonds qui est pour nous une introduction en bourse. Et par contre, on sait que cette introduction en bourse donne de la liquidité et donc la possibilité à chacun, notamment les WeSeeders, de sortir beaucoup plus facilement que dans le cadre d'un investissement par des fonds d'investissement. Ok, merci Fabien. On va enchaîner avec une autre question. Pourquoi pas de levée conséquente à plusieurs dizaines de millions d'euros au lieu de vous épuiser à chercher des fonds tous les ans? Effectivement, en fait, l'objectif aujourd'hui, d'ailleurs cette année, c'était d'engager de réaliser une opération une levée de fonds de près de un peu plus même de 10 millions d'euros. Les choses étaient spécialement bien avancées avec 2 fonds qui étaient positionnés. On a eu malheureusement en juin la désagréable surprise de voir qu'un des fonds s'est désengagé du fait de la situation liée au Covid et de sa gestion de risque de son portefeuille. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette levée de fonds de 10 millions d'euros est toujours un objectif. Aujourd'hui, en raison du contexte, on la positionne plutôt sur 2021. Ce qui, effectivement, nous donnera les moyens, en accord avec notre ambition et tous les enjeux, à la fois les enjeux réglementaires, mais aussi les enjeux commerciaux. On rejoint tout à fait cette question sur cette nécessité de pouvoir mobiliser des capitaux de façon importante. Après, il faut trouver la bonne stratégie. Est-ce que c'est l'IPO? Est-ce que c'est des fonds corporate, des fonds donc, de grosses entreprises ou des fonds spécialisés en France? On a eu des discussions avec différents acteurs. On voit qu'il y a un intérêt qui a failli se concrétiser. Par contre, malgré tout,
on va dire le financement des startups deep tech ou comme les nôtres en France reste malheureusement encore un peu plus compliqué que dans d'autres territoires. Ok, on va poursuivre avec deux questions de Philippe. Je vous lis la première. Quel est l'apport des équipes de recherche internationale dans la R&D de Poietis? Alors, on a peut-être commencé par dire qu'on a donc un département de R&D qui travaille spécialement sur le développement et l'amélioration de notre plateforme de bioimpression. Et on a vraiment une équipe qu'on pense vraiment très solide pour mener l'ensemble de cette R&D. Par contre, effectivement, on a mis en place des partenariats et des collaborations, notamment avec, dans le contexte de projets européens, avec des universités de très haut niveau, que ce soit le Technion en Israël, l'Université catholique de Louvain en Belgique, le King's College à Londres, etc., qui sont vraiment des chercheurs de top niveau international. Et en fait, là, ces projets visent donc la contribution, en tout cas, de nos partenaires est plus sur l'aspect biologique. C'est-à-dire ils nous apportent, ou ils apportent dans la collaboration, la connaissance des procédés de culture cellulaire, toute cette maîtrise. En fait, chaque tissu ou chaque organe a ses propres spécificités, et c'est au final assez illusoire, d'ailleurs, pour une boîte comme Poietis, de penser tout maîtriser, à la fois la culture cellulaire des cellules de peau, des cellules de foie, etc. On le fait, l'apport se matérialise vraiment sur les aspects plutôt biologiques. Ok. Je vous lis la seconde question de Philippe. Quels sont les principaux acteurs qui ont des projets en phase 3? Ça, vous en avez parlé au début de votre présentation, Fabien. Tout à fait. Alors en fait, Bruno qui répond. Alors en phase 3, déjà, il y en a peu aujourd'hui en produits des TEP, des Tissue Engineering Products, les produits d'ingénierie tissulaire. Donc il y a une société qui s'appelle Histogenics qui travaille sur du cartilage, par exemple, qui va démarrer une phase 3. Et Bone Therapeutics aussi, on est sur de la thérapie aussi cellulaire autologue. Donc on est encore une fois sur des tissus durs, sur de l'os ou du cartilage, qui va démarrer une phase 3. Mais aujourd'hui, effectivement, les développements de ces médicaments de thérapie innovantes sont encore en phase un peu plus précoce, donc plutôt phase 1, phase 2. Ok. On va poursuivre avec une question de Jean-Pierre. Je vous la lis. Le modèle intègre une production locale qui s'adapte aux besoins des cas. Cette approche décentralisée nécessite une organisation et un accompagnement local. Comment imaginez-vous cette assistance? Effectivement, en fait, on s'inspire beaucoup de ce qui se met en place aujourd'hui dans le contexte de l'impression 3D à l'hôpital, où dans le contexte du Covid, on a vu que des parcs d'imprimantes 3D étaient développés pour soit imprimer des visières, etc. Mais voilà, il y a aussi d'autres approches qui visent à imprimer des dispositifs médicaux par des technologies d'impression 3D. Et notamment aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on voit de façon extrêmement importante, avec des grands acteurs comme Johnson & Johnson qui se positionnent sur ce segment-là. Et donc, notre position, c'est effectivement ou notre offre, c'est de fournir donc au centre de thérapie cellulaire, qui sont les entités dans les hôpitaux qui ont les autorisations de fabriquer des tissus, de leur fournir des imprimantes, mais aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire les consommables et les services associés. Et ces services, on les voit de façon assez multiple au final. Ça peut être de l'aide à la conception de tissus, de la formation, de l'aide au transfert d'un procédé qu'ils auraient eux-mêmes développé, par exemple par culture cellulaire en procédé de bioimpression. Et donc c'est un ensemble à la fois de fourniture d'équipements, des revenus issus de récurrents issus de consommables, d'accessoires et la fourniture de services.
Et l'idée étant que ces acteurs soient autonomes et que ce soit réellement eux qui produisent. Et on ne pense pas aujourd'hui que ce soit Poietis qui ira s'installer directement dans l'ensemble des hôpitaux, mais que nos systèmes seront suffisamment automatisés pour permettre à nos clients de le faire eux-mêmes. Ok. Du coup, Fabien, vous avez répondu à une autre question qui était liée à la précédente. La question d'Arnaud, dans votre business model à terme, vous souhaitez vendre vos bio-imprimantes ou les mettre à disposition dans les hôpitaux et vendre localement des prestations de services. Voilà, donc ça, vous avez répondu, on ne va pas y revenir dessus. Je ne sais pas, peut-être si vous voulez compléter un peu. C'était assez clair. En gros, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on réfléchit à comment justement accéder à ce marché-là et comment positionner nos solutions, qui sont quand même des innovations technologiques. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que ça évolue même dans les hôpitaux. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, les manipulateurs radio font des choses qu'ils ne faisaient pas il y a 10-20 ans. On peut imaginer, par exemple, des manipulateurs de bio-imprimantes un jour dans des hôpitaux. Au début, on va être là pour les aider, pour faire en sorte qu'ils utilisent au mieux possible la technologie. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une sorte de package, ou en tout cas une offre qui va... Enfin, c'est pas soit de la location simple ou une acquisition simple d'un système avec un prix frontal. Il y aura certainement une façon un peu plus innovante, même économiquement parlant, pour avoir justement cette technologie innovante dans un contexte économique qui, on le sait, est difficile pour les hôpitaux, surtout pour acquérir des nouvelles technologies. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a dans les 2 ans à venir aussi, c'est de discuter effectivement avec des centres et des cliniques et des chirurgiens et des directeurs d'hôpitaux. Ok. Alors, avant de vous poser d'autres questions, je vais répondre à 3 questions qui sont plus adressées à WICID, donc je vais me permettre d'y répondre. Première question de Catherine, pourra-t-on passer par le PEA? Non, l'investissement via PEA n'est pas possible sur cette collecte. Voilà, ça a été dit dans l'espace commentaire. Voilà, donc c'est pas possible de passer par un PEA. Ensuite, une question de Philippe. Comment évaluer la valeur equity de Poietis depuis le début? Là aussi, ça a été dit dans l'espace commentaire, dans l'espace FAQ. Et voilà, c'est des informations qu'on ne pourra pas vous dévoiler dans ce live qui, je rappelle, est public. Voilà, donc ça, je vous invite à regarder l'espace commentaire. Et une troisième question, 20% du capital pour WICID, n'est-ce pas élevé, voire du jamais vu? Pourquoi un tel niveau si effectivement la techno est la plus avancée dans le monde? Alors non, c'est pas du jamais vu. Voilà, ça arrive assez régulièrement. Là, il faut savoir que les 2 WICAP possèdent un cumulé 20% du capital déjà parce que les fonds levés étaient très importants, presque la première fois 950 000 euros et la deuxième fois 1,1 million. Et aussi le niveau de valorisation, surtout lors de la première collecte, était moins élevé, ce qui fait que la proportion du capital détenu par cette WICAP est important. Donc on va poursuivre avec une question de Pascal. Quelles sont les raisons pour lesquelles les grands groupes qui peuvent financer ne se sont pas positionnés sur le sujet? Aujourd'hui, en fait, ce qu'on observe, c'est que la médecine régénératrice fait l'objet, commence à faire l'objet d'investissements par les grands groupes et ces investissements se font principalement aujourd'hui, voilà, il y a différentes analyses qui ont été publiées là-dessus, sur notamment le premier segment de la médecine régénératrice qui est la thérapie cellulaire. Où là, on a pu voir des investissements de notamment Novartis, par exemple, ou Fuji ou autres, qui sont vraiment des investissements massifs, ou Lonza, qui est aussi un gros groupe du domaine qui ont même racheté des startups. Donc ça, on voit que voilà, le positionnement de ces grands comptes se fait sur ce premier segment de la médecine régénératrice, aussi sur la thérapie génique et ce qui va, en tout cas on l'espère et on sait que
parce qu'on les voit dans les congrès et puis on discute aussi avec eux, on voit ces grands comptes commencer à s'intéresser à l'ingénierie tissulaire et donc à la bioimpression. Donc on pense que voilà, la bioimpression est le coup d'après, après la thérapie cellulaire et la thérapie génique, et fera l'objet aussi de gros financements de la part de ces acteurs. Et c'est vrai que même en termes de déploiement commercial, il y a potentiellement tout intérêt à Poietis à nouer aussi des partenariats avec des acteurs déjà en place. Ok. On va poursuivre avec une question de Philippe. Quel est l'horizon du projet, chose entre guillemets, avec L'Oréal? Là, c'est compliqué d'en parler pour des raisons contractuelles avec L'Oréal. Donc je ne sais pas trop. Donc juste ce qu'on peut dire, c'est que le projet a été avisé de recherche dans le domaine dermocosmétique et pas encore des applications thérapeutiques pour traiter les problèmes de calvitie, alopécie ou autres. Donc on était vraiment sur cet enjeu-là. Après, sur où on en est, et voilà, il y a des choses qui ont été blindées, on va dire, par L'Oréal, on peut rien divulguer sur ces aspects-là. Ok. Non, mais après, il y a des résultats intéressants et voilà, on est en train de revoir un petit peu avec eux aussi peut-être des façons de communiquer scientifiquement parlant de ces résultats-là. Cool. Ok. On va poursuivre avec une question de Pascal. Poietis a-t-il utilisé les mesures gouvernementales Covid-19 pour se financer, comme le PGE, prêt garanti par l'État? Oui, on a pu bénéficier d'un PGE en mois de début juin. Et plus comme beaucoup d'entreprises, on a dû mettre en place des dispositifs de chômage partiel pour pallier à la situation et au report d'un certain nombre, notamment d'un point de vue business, de vente de machines. Ok. On continue avec une question de Pierre. Bonjour, quel est votre objectif de temps pour le marquage CE? C'est une vraie question. En fait, le marquage CE peut-être donner peut-être des informations un peu plus larges pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent. En fait, le marquage CE est extrêmement important, notamment pour les dispositifs médicaux qui doivent être marqués CE pour pouvoir être commercialisés. Et en fait, dans notre cas, donc j'imagine que la question porte sur l'imprimante. En fait, l'imprimante n'est pas considérée comme un dispositif médical. Elle est considérée réglementairement comme un équipement de fabrication. Et du coup, il n'y a pas de marquage CE. Il y a la sécurité électrique, etc., dont il faut s'assurer, mais ce n'est pas le même cadre réglementaire. Et le résultat le produit, le tissu, la peau, par exemple, n'est pas considéré non plus comme un dispositif médical, mais comme un médicament. Ce qu'on appelle un médicament de thérapie innovante, qui est une sous-rubrique des médicaments, et donc, ce qui fait que les essais cliniques se font selon les essais référentiels du développement de médicaments. Et tout l'enjeu pour nous, c'est que nos bioimprimantes satisfont les exigences des bonnes pratiques de fabrication, et donc qu'on puisse, et notamment qu'à Marseille, on puisse installer ces bioimprimantes dans leur espace PPF pour ainsi obtenir les autorisations d'essais cliniques. Donc pas de marquage CE sur les bioimprimantes, mais par contre un contexte réglementaire qui reste sans doute encore plus contraignant parce que le produit c'est un médicament. Ok. D'ailleurs, par rapport à Marseille, on a une question de Jude qui demande pourquoi l'AP-HM et pas le centre des brûlés de Lyon, par exemple. Très bonne question. En fait, quand on a cherché un partenaire en France
c'était notre priorité pour mener ces développements, de trouver un partenaire français. Il y a globalement 3 grands centres en France positionnés sur la production de peaux reconstruites pour notamment le traitement des brûlés. C'est effectivement les hospices civils de Lyon qui aujourd'hui produisent le plus, à notre connaissance, de peaux. L'hôpital Percy, donc qui est l'hôpital militaire basé en région parisienne, qui a une longue expérience aussi de traitement des brûlés des soldats à l'aide de feuillets épidermiques réalisés par culture cellulaire. Et le 3e centre, c'est la PHM. Et pourquoi on a sélectionné la PHM? Parce qu'en fait, ils ont une expertise plus large que celle de la peau. Et comme on le disait tout à l'heure, ils ont aujourd'hui 4 essais cliniques en cours, en phase 1, en phase 2. Et donc, ils ont cette expérience de discuter avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, pour mener ces essais cliniques. Et ils ont une vraie position, on va dire, sur en termes de développement de techniques innovantes, etc. Et puis c'est aussi des affaires de personnes. La collaboration se passe super bien. On a un vrai partenariat qui fonctionne très bien. Ok. Donc là, on se rapproche quand même de la fin du live, mais voilà, il reste 5-6 questions. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Une première question, vous avez parlé de recrutement en cours et à venir. De quel type, quel profil et pour quel objectif? Alors, on a principalement 2 recrutements en cours. Un qui porte sur le directeur industriel et production. Donc, c'est la personne qui va piloter l'ensemble de l'industrialisation des machines et leur production. Et au sein de cette équipe, un autre profil qu'on recherche, c'est un responsable de développement logiciel qui gérera le développement de l'ensemble de notre suite logicielle, à la fois CO, mais aussi logiciel de pilotage des machines. Donc, c'est vraiment les 2 prioritaires. Et après, il y aura d'autres postes, mais c'est vraiment la priorité aujourd'hui. Et s'il y a des gens dans l'audience qui sont motivés, n'hésitez pas. On est preneurs. On transmettra les CV s'il faut. Une question de Guilla, en retard peut-être déjà posée. Quelles sont les barrières à l'entrée et combien de temps l'année d'avance sur le marché par rapport aux concurrents? Alors, barrière à l'entrée, donc c'est effectivement la technologie, l'expérience de fabrication d'un tissu, la technologie au sens performance unique, protégée par un ensemble de brevets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des acteurs de la bioimpression, personne n'a encore atteint le stade clinique, donc avec une technologie ou une plateforme technologique compatible avec la production de tissus. Mais ce qu'on sait, c'est que notre plateforme est celle qui offre le plus de performance en termes de résolution, de flexibilité, etc. Donc, à mesure qu'on se rapproche de ce stade clinique, on a un avantage de plus en plus important parce que notre plateforme offre un potentiel le plus large que celle des concurrents. Ok. On va poursuivre avec une question de Bernard. Nul doute que votre projet produit phare substitut dermo-épidermique va être un succès à court et moyen terme. 2 questions. Quel est le montant total des fonds nécessaires pour réussir les essais cliniques sous 2 ans maximum? 5 millions d'euros, 10 millions d'euros? Quel est le montant total des fonds? Sous 2 ans, on est effectivement de l'ordre de 5 millions d'euros. Sachant que ça couvre pas simplement l'essai clinique à proprement parler, mais aussi le développement technologique de la plateforme. On n'est pas à 10 millions d'euros. En fait, les montants, les coûts d'essais cliniques s'envolent à mesure que le nombre de patients qui sont intégrés dans les cohortes grimpe. Mais en phase 1, par exemple, on parle d'un nombre de patients inférieur à 10 patients.
donc c'est généralement entre 5 et 10 sur des produits comme les nôtres. Donc ça induit des coûts qui ne sont pas stratosphériques, on va dire, d'emblée. Ok. Ensuite, une question de Philippe. Quel pourrait être le budget d'achat de l'imprimante? Alors, on peut vous donner le prix de la bioimprimante NGBR à des fins de R&D, puisqu'on la commercialise. Aujourd'hui, le prix catalogue, c'est entre 250 000 et on va dire 350 000 euros, suivant les configurations et les modules, puisque le système est très modulaire, donc vous pouvez choisir tout un tas d'accessoires et d'options. Donc ça, encore une fois, NGBR à des fins de R&D. Pour la NGBC, je ne vous donnerai pas un budget aujourd'hui. On parle effectivement probablement, on parle plus d'1 million d'euros, ça c'est sûr. Après, ce que je vous disais, on est en train de travailler un petit peu sur le package, sur l'offre, sur l'analyse de nos coûts aussi, de les COGS, nos coûts de fabrication. Donc aujourd'hui, c'est difficile de répondre à cette question. Ok. D'ailleurs, dans la question de Bernard, j'avais oublié la deuxième partie que je vous lis. Compte tenu de votre cash burn mensuel, de combien de mois de trésorerie disposez-vous à ce jour devant vous? Je ne sais pas si c'est trop confidentiel comme information, mais voilà, je vous laisse. Donc on n'est pas complètement au bord du précipice. Après, effectivement, il y a des informations confidentielles qu'on ne divulguera pas sur la plateforme. Ouais. Ok. Ensuite, une question de Pierre. Est-ce que les tissus médicaments ainsi produits doivent bénéficier d'une libération par un pharmacien à chaque production? À notre connaissance, oui. Ok. J'essaie de répondre comme le temps passe. Voilà. Ok. Et ensuite, il nous reste deux dernières questions. On clôturera le live sur ces questions-là. Une première question de Jude. Grosso modo, qu'est-ce qui justifie un tel coût pour la machine? Sa valeur, c'est pas seulement, c'est pas encore une fois le coût de fabrication. Il y a aussi la valeur perçue, le service apporté, etc. Et puis, je dirais aujourd'hui, il faut qu'on gagne de l'argent aussi. Donc, au bout d'un moment, donc on est, je pense qu'on est sur en tout cas à la fois sur l'AR et ce qu'on prévoit sur le budget NGBC, on est sur des fourchettes qui nous font penser qu'on est sur des valeurs acceptables pour le marché. Ça a été prouvé déjà sur la NGBR, encore une fois. Et après, encore une fois, on a commencé à discuter sur le côté clinique. On est sur des sommes qui restent comparables à d'autres types d'instrumentation ou d'autres instruments qui sont utilisés en clinique. Donc, c'est pas choquant, loin de là. Ok, merci. Et du coup, on va prendre la dernière question de Jean-Pierre, qui vous remercie pour la réponse à sa première question. Le service étant clé en phase de commercialisation, je comprends que c'est donc la digitalisation qui permettra à Poietis d'apporter l'assistance aux clients et utilisateurs. Mais à terme, Poietis as a service, location avec assistance à tiroir ou un fournisseur d'équipement. Effectivement, l'expression Poietis ce service est assez appropriée, où l'idée c'est vraiment de ne pas simplement fournir l'équipement, on dirait sec, mais plutôt de fournir un ensemble de services et d'accessoires. Ces services sont numériques, mais c'est aussi ce qu'on anticipe, c'est cette aide au développement de nouvelles applications autour de la plateforme qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir offrir à nos clients sur la base de toute notre expérience. Qu'on développe aujourd'hui depuis quelques années c'est quoi développer, produire de façon régulière un tissu par bioimpression. Et ça au final, c'est une expérience qui est assez unique dans le monde. Une fois de plus, on n'est que 2 boîtes à produire de façon routinière des tissus par bioimpression. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'on veut valoriser dans le futur pour accompagner nos clients dans la production de différents types de tissus pour les patients.
Ok, je crois qu'on a fait le tour des différentes questions. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour les WeSeeders pour conclure ce live. Merci déjà pour tous ceux qui ont pu poser des questions. Je dirais qu'on voit une nouvelle fois l'intérêt du crowdfunding aussi en termes de discussion et d'interaction on essaie d'y répondre, mais ça fait toujours réfléchir. Donc, pour la suite de l'opération, on est très proche de rendre l'opération réalisable. Mais dans tous les cas, jusqu'à la fin de l'opération, on restera mobilisé sur la plateforme pour répondre au mieux. En tout cas, on essaie de faire au mieux pour répondre le plus précisément à l'ensemble de vos questions. Donc voilà. Je sais pas si tu pareil, moi aussi, je tenais vraiment à remercier tous les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Voilà, on a parlé de potentiel, on a parlé de marché, etc. Simplement, nous, ça fait, je dirais, depuis un an et demi, on est un vrai tournant au niveau de la société, puis on commence à voir se matérialiser des choses qu'on a, si ce n'est imaginé, ou en tout cas réfléchi il y a 5, 7, 8 ans. Et je pense qu'effectivement, les prochains jalons vont être vraiment importants, à la fois pour nos développements, mais aussi pour des solutions qu'on espère arriver le plus rapidement possible en clinique. Ok, super. Merci à tous les deux. Merci à tous les WeSeeders qui étaient nombreux durant ce live. Je pense que ça doit être un record même. Voilà, si jamais ceux qui aura le replay ont des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'espace commentaire. Fabien et Bruno se chargeront d'y répondre, et si c'est plutôt adressé à WeSeed, je me chargerai d'y répondre. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour un prochain live startup sur WeSeed un petit peu plus tard. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.